Bonjour. Alors, pour ceux qui étaient déjà là hier, je voudrais d'abord m'excuser. Il y aura pas beaucoup, mais quelques slides qui seront les mêmes. Mais c'est pour poser un petit peu le contexte. Donc, je me présente très vite. Je m'appelle Ania Bengana. Je suis architecte française et algérienne et je vis en Suisse depuis une année. J'ai une pratique d'architecte qui est devenue assez réduite parce que maintenant, j'ai la moitié de mon temps qui est vraiment consacré à l'enseignement dans 3 écoles, donc à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, à Fribourg et encore un peu à Paris, à l'École d'architecture de Marne-la-Vallée. J'enseigne le projet, mais j'enseigne aussi les matières, ce qu'on appelle les matières durables. Donc, j'ai 3 cours dans 3 endroits différents qui sont vraiment focalisés sur ça, sur l'emploi de la terre crue, de la paille, des fibres dans l'architecture. Et puis, j'écris aussi pour une revue d'architecture suisse qui s'appelle Tracé. Voilà, donc je partage mon temps entre ces différentes activités. Et puis je donne aussi régulièrement des conférences, un peu comme ici, mais plus dans des écoles d'architecture. Donc on m'invite, voilà, des amis surtout qui estiment qu'il n'y a pas encore suffisamment de cours qui parlent d'alternatives aux principaux 3 matériaux qui sont étudiés dans les écoles. Ou parfois même directement dans des agences d'architecture, aussi des amis qui me proposent de venir faire des interventions pour les différents employés de l'agence. Et puis je continue à me former parce que c'est ce qui est vraiment passionnant dans ces thèmes, c'est que ça évolue extrêmement vite. Et donc, ça me demande de continuer à me former régulièrement sur ces thèmes-là. Donc, je vais commencer par vous raconter une petite histoire personnelle. Ça, c'est la palmeraie de Timimoun en Algérie. Et c'est très beau. C'est une palmeraie, mais ça aurait dû devenir un peu la Marrakech d'Algérie, mais comme ça, c'est jamais vraiment ouvert au tourisme, ça n'est pas devenu. Mais quand même, la palmeraie souffre beaucoup. Elle est surconstruite. Il y a des problèmes avec l'eau. Ça, c'est des architectures qu'on trouve encore dans cette région. Donc, c'est fait avec des briques d'adobe. L'adobe, c'est de la brique de terre. En fait, c'est de la terre mélangée avec de la paille séchée au soleil. C'est vraiment une des manières ancestrales de construire dans le monde. Et donc, il y a 12 ans, quand j'y suis allée pour la première fois, j'ai découvert tout ça. Et puis, j'ai découvert aussi que l'adobe commençait à être remplacé, vous voyez, là, par le parpaing. Et donc, moi, j'avais ce projet dans cette palmeraie-là. Et donc, je me suis dit, ça me semblait faire du sens de vouloir construire en tout cas d'apprendre à construire en briques de terre crue. Et puis, je suis allée à la recherche d'artisans qui étaient encore capables de construire. Et puis, j'ai trouvé que des gens qui m'ont dit, ah non, non, la brique de terre crue, c'est bon pour les murs d'enceinte, pour qu'on ne dépense pas d'argent. Nous, ce qu'on veut, c'est construire au parpaing. Le parpaing, c'est ça la modernité. C'est avec ça que nous aussi, on a droit à la modernité dans le désert. Et la modernité, c'est le béton. Et donc ça, c'était l'entrepreneur que j'essayais de convaincre de m'envoyer quelqu'un qui faisait le mur de l'enceinte, mais pour cette maison. Et c'est là qu'il m'a expliqué qu'en fait, tous ces parpaings que vous voyez là, ils étaient faits avec du ciment qui provenait d'Alger, donc 1250 km. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que c'était fait avec du sable qui provenait également d'Alger. Parce que c'est là que j'ai découvert il y a 12 ans que en fait, le sable du désert qui entourait cette palmeraie était complètement impropre à être dans le mélange du béton. Juste pour... voilà. Donc, c'était un premier gros choc, en fait, parce que j'ai vraiment pris conscience de l'absurdité de vouloir absolument construire avec cette matière dans ce territoire précis-là. C'est-à-dire, pour la modernité, on acceptait de faire voyager de très loin une matière qui, en plus, allait demander climatisation, parce qu'il fait très chaud à l'intérieur de bâtiments en parpaing. Et en plus de ça, il fait jusqu'à 0 degré en hiver, dans le désert, il fait froid. Donc, en plus, chauffer. Tout ça pour évoluer vers une matière qui représente autre chose que les habitats anciens. Voilà, donc ça, c'est le fameux sable du désert qui entoure la palmeraie de Timimoun. Vous voyez, Timimoun, ça se trouve là. Et voilà ce qui se passait déjà à l'époque. Entre-temps, il y a eu
Entre-temps, il y a une grosse cimenterie qui a été réalisée un peu plus bas. Mais bon, quand même, on a quand même du mal à s'approvisionner en sable. Donc ça, c'est une slide que j'ai montrée hier, juste pour poser le contexte. Quand on regarde un peu la répartition des gaz à effet de serre par secteur dans le monde, la construction, c'est 10%. Le bâtiment, c'est 24%. Alors, le bâtiment, c'est quoi? C'est chauffer les bâtiments, refroidir les bâtiments, rénover les bâtiments. Non, pas rénover, mais entretenir. Et donc, quand on additionne les deux, 10 plus 24, ça fait 34%. Parfois même, dans certaines études, ça va jusqu'à 40% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et quand on zoome sur les 10% de la construction, on voit qu'en tout cas, le béton, c'est plus de 5%. Certaines études vont même jusqu'à 8%. Donc, c'est vraiment la fabrication du ciment pour le béton a vraiment un impact énorme à l'échelle mondiale. Donc, ça, c'est un autre chiffre que j'ai donné hier. Le trafic aérien, c'est 4%. Donc, quand vous regardez, c'est quand même, pour certaines études, c'est presque le double. La production du ciment a été exponentielle depuis les années 20. Elle a été multipliée par 40 depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est un fait et c'est ce qui explique. Par exemple, il y a un truc que j'ai découvert il y a quelques années que j'avais trouvé complètement incroyable dans le blog de Bill Gates. En fait, la Chine, qui est un des plus gros producteurs et consommateurs de ciment au monde, a consommé entre 2011 et 2013 la même quantité de ciment que les États-Unis pendant tout le XXe siècle. Donc ça, c'est pas pour pointer c'est pas pour pointer la Chine, mais c'est juste pour dire qu'en fait, il y a quelque chose de l'accélération qui donne vraiment le tournis. Et je vais vous parler aussi un petit peu des autres pays. Donc aussi, on a un déséquilibre. En fait, en gros, on en utilise plus que tous les autres matériaux. Vous voyez, le ciment, le bois, la brique, l'acier, la chaux, l'asphalte, le verre, l'aluminium par rapport au ciment. Donc, la balance pèse que dans un sens. On en utilise 1 mètre cube par habitant par an, autant que l'eau qu'on a besoin pour survivre. Donc, c'est vraiment absolument énorme, avec bien sûr des pays quand on va regarder les pays, la Suisse, c'est 1,4 mètres cubes par habitant par an, et puis il y a plein de pays où c'est plutôt 0,2, 0,1, voilà. Donc, quand vous regardez, en gros, une projection, ça, ce qui est assez intéressant. Par exemple, là, en ce moment, on pointe tous du doigt la Chine. Ah, la Chine, c'est eux qui utilisent le plus de... Vous voyez là, en bleu, là. Vous voyez la Chine par rapport au reste du monde. C'est eux qui utilisent le plus de béton, les pointes du doigt, voilà. Mais il faut voir une projection. Vous voyez là-bas, projection à peu près de 2010 à 2050. La Chine, ça va un peu baisser. Et vous regardez les autres pays, l'Inde et le reste du monde, ça va être, en fait, la Chine est en train de se développer très vite et a en très peu de temps construit toutes ces infrastructures, mais la projection, c'est sur le reste des autres pays du sud global. Donc, il y a un réel enjeu à essayer de comprendre. Est-ce que ça va continuer comme ça? Ou par exemple, en Afrique, quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on est passé de pas de téléphone ou peu de téléphone à des téléphones portables. Donc, en fait, on n'a pas dû passer par la partie intermédiaire qui était la nôtre. Et donc, moi, je pense qu'il y a aussi de l'espoir pour essayer de se dire, bon, il n'y a pas peut-être besoin de faire les mêmes erreurs et il y a peut-être des solutions pour peut-être sauter certaines étapes, comme ça a été le cas pour le téléphone portable. Donc, pourquoi le béton est un problème? Enfin, la surconsommation et surconstruction en béton est un problème. Le problème numéro 1, c'est le CO2. C'est-à-dire qu'en gros, le béton, c'est quoi? C'est du ciment, du gravier, du sable et de l'eau. Donc, il y a 75-80% de gravier et d'eau. Et le ciment, juste les 10% de ciment, qui sont fabriqués à partir d'argile et de calcaire chauffés à 1450 degrés dans des fours rotatifs pendant 18 heures, et bien là, il se passe une réaction chimique et il y a une émission de CO2. Mais les problèmes, ce n'est pas que ça. Ça, c'est sûr, c'est un problème majeur. Vous voyez, quand vous regardez l'impact carbone du béton,
eh ben, dans l'impact carbone du béton, c'est surtout le ciment qui émet du CO2. Le sable, il y a d'autres problèmes, mais l'extraction de sable n'est pas non plus, c'est pas ça qui explose les émissions de CO2. Alors, les 4 problèmes fondamentaux, c'est quoi? C'est que la fabrication du béton émet des quantités énormes, donc 5 à 8%. La deuxième, c'est qu'il consomme beaucoup de sable, donc 70 à 85% de sable. Le troisième problème, c'est qu'on a fait une découverte absolument géniale au siècle passé, c'est qu'on a compris qu'on pouvait mettre du métal dans le béton, c'est-à-dire le béton, ça marche très bien à ce qu'on appelle la compression, mais pas très bien à la traction. Donc, il y a eu une découverte majeure on a associé une matière qui fait ce que le béton ne sait pas faire, et grâce à ça, on a construit notre monde, les ponts, etc. Mais on a, parmi les ingénieurs du siècle passé pensaient vraiment que toutes les infrastructures allaient durer plus de 100 ans. Et puis, on a découvert des problèmes. On a découvert la corrosion. On a découvert qu'en fait, les fers à l'intérieur se corrodaient par l'absorption du béton de CO2, du CO2 de l'atmosphère, et que ça fissurait. Et donc, ça demandait vraiment beaucoup d'entretien. Et que quand ce n'était pas entretenu, il pouvait se passer comme ce qui s'est passé à Gênes, donc le pont qui s'écroule. Et il y a aussi plein de ponts qui s'écroulent régulièrement aux États-Unis où on met très peu d'argent public dans les infrastructures. On n'en parle pas, mais moi qui regarde un peu ça régulièrement, il y a facile 2 à 3 ponts par an qui s'écroulent aux États-Unis. Et le quatrième problème, c'est un problème fondamental aussi, c'est le recyclage. C'est-à-dire aujourd'hui, le recyclage des structures. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait des bâtiments pour 50 ans, on les démolit et après, on les met en décharge. Et ça, c'est ce qui a vraiment changé dans notre siècle. C'est-à-dire que jusqu'à la moitié du siècle dernier, on faisait que des choses qui étaient démantelées pour faire autre chose. On construisait des villes en pierre qui servent à construire d'autres villes en pierre. On se construisait des bâtiments en bois qui servent à construire d'autres bâtiments en bois. Et donc là, on faisait juste de manière logique des choses circulaires. Et donc là, on est passé vraiment sur une partie linéaire. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas... Il y a plein de pays qui réfléchissent à comment utiliser du béton démoli dans du nouveau béton, mais ce n'est pas encore une pratique tout à fait répandu. Alors, je ne sais pas comment c'est au Luxembourg, peut-être que vous pourrez me dire. Donc là, je vais vous parler surtout du sable, parce que le sable, c'est en tout cas une des grosses conséquences dans les pays du Sud global. Jusqu'à il y a encore 10-12 ans, on n'entendait pas parler de sable. En gros, ce que je racontais ce matin à Cédric qui m'a interviewé, je lui disais en fait, moi j'ai interviewé longuement le spécialiste du sable suisse. Et lui, il m'a dit cette chose vraiment intéressante. Il m'a dit, en fait, le sable, c'est le héros méconnu de notre société. C'est utilisé pour des choses qu'on ne soupçonne même pas. On en extrait des quantités phénoménales et on n'en parle pas, à part que ça change. Il y a 13 ans, il y a moins de 10 ans, il y a eu ce documentaire qui s'appelle « Sable, enquête sur une disparition », que je vous conseille, qui est vraiment un super documentaire, qui a vraiment alerté l'opinion publique sur ce problème. Arte a mis en ligne plusieurs documentaires, celui du National Geographic aussi. En ce moment, il y a toute une série d'articles, et le dernier paraît aujourd'hui sur la surexploitation et ses problèmes dans le monde. Donc ça, je vous conseille aussi ces 6 articles passionnants qui s'intéressent à l'Inde, au Groenland, au Nigeria, et surtout le dernier à Paris, qui explique comment la capitale parisienne est en train de consommer des quantités absolument absurdes de sable et de béton pour les chantiers qui sont en cours. Donc, c'était ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, le sable est utilisé pour plein de choses, mais il est utilisé surtout pour la construction, parce que dans le béton, on a 70 à 80% de sable. Et sinon, pour le verre, les puces informatiques, les détergents, les panneaux solaires, la cosmétique, en fait, la liste des choses qui requièrent du sable est très, très longue. Et moi, lorsque je l'ai découverte il y a quelques années, on ne soupçonnait même pas. En fait, en gros, la moitié des choses qu'on a chez nous reposent sur de l'extraction de sable. C'est là
seconde ressource la plus utilisée au monde après l'eau. Quand on compte, on dit en gros, il y a l'air, l'eau, le sable. Et puis après, quand on regarde le premier produit manufacturé au monde, juste après, il y a le béton. Alors, quelques chiffres, 200 tonnes de sable pour une maison, 3000 tonnes pour un hôpital, 30 000 tonnes pour un kilomètre d'autoroute. Vous voyez, ça c'est la projection de demande en sable d'ici à 2050. Donc en gros, ce n'est pas du tout en train de baisser, c'est vraiment quelque chose qui est complètement croissant. Donc ça, vous voyez, c'est les prévisions jusqu'à 2100 du prix du sable qui augmente avec. Et ça, c'est très intéressant à droite de comprendre un peu ce graphique. En rouge, c'est le sable disponible prêt à l'emploi. Alors, prêt à l'emploi, c'est quoi? C'est celui qu'on va juste aller chercher tout près, d'accord? C'est un sable qui n'a pas de sel, d'accord? C'est un sable qui n'est pas salé, c'est un sable qui est pas, qu'on n'a pas besoin de concasser, c'est un sable, donc c'est le sable des gravières. Et ça, c'est en train de se terminer. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On commence à exploiter le sable dynamique. Donc, ça, c'est le sable statique. Donc, sable statique, en gros, quand vous voyez des montagnes éventrées, eh ben, c'est du sable statique. Alors, ce n'est pas qu'il n'y a pas de problèmes environnementaux, parce que souvent, il y a biodiversité, etc., mais c'est moins pire. Donc, en gros, on va grignoter la montagne, on la concasse et on fait des cailloux de plein de tailles différentes. Et puis ça nous sert pour le béton et c'est super. Ça, c'est un réel problème. Ça, en gros, c'est de l'exploitation de sable en mer. Donc, en mer, vous avez des grosses dragueuses qui vont en mer, souvent de manière très illégale. Par exemple, en ce moment, la Chine n'arrête pas d'exploiter le sable dans les eaux taïwanaises. En gros, en même temps, ils approvisionnent les chantiers de Hong Kong et en même temps, ils font la guerre à Taïwan avec ça. Pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, ils prennent le sable vers chez eux parce qu'ils savent qu'en gros, les problèmes générés vont aller vers Taïwan plutôt que vers la côte chinoise. Alors, les problèmes, c'est quoi? En gros, quand une dragueuse comme ça va chercher du sable en bas, en fait, en gros, elle absorbe tout. Alors, imaginez tous les poissons, le plancton, les algues, et après, ça arrive et ça trie. Et pendant que ça fait ça, en gros, ça renvoie ce dont on n'a pas besoin. Et imaginez, vous avez comme une tempête de sable dans l'eau. Et ça fait aussi mourir plein d'autres animaux. Donc, en gros, quand c'est exploité, il y a des réactions en chaîne locales sur la biodiversité en mer qui est catastrophique. Ensuite, on crée des dépressions. Parce que quand souvent on prend dans un endroit, on crée une dépression. Et là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, par exemple, la Chine avec Taïwan, comme ils sont en bis-bis, comme ils créent des dépressions, ça fragilise les côtes. C'est-à-dire, en gros, imaginez, vous avez une côte, vous avez un trou, vous faites un trou, et ben en gros, le sable de la côte va aller remplir doucement le trou qui a été produit en mer. Et donc, comme ça, vous fragilisez toutes les côtes. Donc ça, par exemple, c'est au Cambodge. Donc, c'est des dragueuses qui sont à la limite avec les mangroves, qui également exploitent du sable de rivière. Par exemple, on estime que, par exemple, le Cambodge, ils ont exploité le sable chez eux de 2005 à 2015, soit pendant 10 ans. Et donc, ils n'ont pas mis, en gros, dans les rapports à l'année, le véritable chiffre qui avait été exploité. Et c'était un vrai problème, parce qu'en gros, ça voulait dire qu'une grosse partie de l'économie cambodgienne dépendait de l'exploitation du sable, et ça n'a pas été reporté. Donc là, vous voyez en gros ce qui a été exploité par rapport à une pyramide. Donc, c'est des quantités absolument énormes. Et là, vous voyez ces mangroves. Et bien, en gros, quand on fait ça, on détruit toute la possibilité aux crabes d'aller se nicher. Donc, vous avez en gros toutes les familles qui dépendent de la pêche du crabe, doivent se déplacer, aller ailleurs, peut-être même se mettre à travailler sur les dragueuses. Ça fragilise la mangrove. La mangrove permet de se protéger des tsunamis. Donc, en fait, comme ça, c'est en rafale. Et là, aujourd'hui, je ne pourrais même pas vous citer tous les problèmes que ça implique. Singapour n'a pas de sable. Donc, en fait, eux, pendant des années, pour étendre leur territoire sur la mer, tout ce que vous voyez en orange, c'est l'extension du territoire de Singapour, et bien en fait, ça dépend
Ça a été fait sur du sable cambodgien. Donc, en fait, comment dire, la surexploitation du sable est en train de créer de véritables déséquilibres à tous les niveaux. Donc, c'est-à-dire des équilibres locaux pour les populations, des équilibres environnementaux, et puis des déséquilibres aussi au niveau des économies. Parce que quand une économie se fonde en partie sur le sable alors qu'elle ne le devrait pas pour des raisons écologiques, après, il faut trouver autre chose pour pouvoir réussir à remettre en route un peu le pays. Et donc, voilà. Et donc ça, je vous donne quelques exemples un peu en rafale, je vais passer un peu rapidement, mais là, par exemple, c'est une plage marocaine. Une plage marocaine pillée tous les jours par des familles qui touchent très peu d'argent, mais pour qui c'est fondamental pour vivre, qui le revendent à des personnes qui vont le vendre beaucoup plus cher, et c'est souvent des mafias locales. Et tout ça pour aller alimenter des chantiers pour des retraités qu'on attire au Maroc, parce que c'est moins cher, et qui viennent pour les plages. Donc, en fait, en gros, on enlève les plages. Donc comment dire, il y a des espèces de systèmes comme ça absurdes qui se produisent. La même chose, vous voyez, je crois que c'est au Sierra Leone. Donc, par exemple, certaines des mafias, elles vont direct sur une plage. En général, ça se passe pendant la nuit. On arrive pendant la nuit, on vide la plage de sable, la plage est plus utilisable, c'est vendu, on s'en va. Par exemple, en Algérie, il s'est passé des choses comme ça. Il y a eu des gens qui ont été écroués. Il y a eu plusieurs procès ces 10 dernières années sur des vols de sable directement dans les plages. Vous voyez, ça c'est la même chose, c'est en Inde. Alors ça, c'est en rivière. Le sable surexploité par des personnes qui deviennent complètement dépendants parce que ça participe à l'économie locale. Vous voyez, même chose, ça c'est au Nigeria. Et donc, quand on s'intéresse un peu à ça, on voit, il suffit de faire en 5 minutes, vous trouvez toutes sortes de procès, des morts, des gens qui ont été tués dans des clashs de mafia du sable. Vous voyez, c'est ces 2 journalistes indiens qui enquêtaient sur le sable, qui ont été tués il n'y a même pas 3 ans. Il y a une ONG cambodgienne qui s'appelle Mother Nature, qui est hyper active au Cambodge également pour préserver ça. Il y a donc, et puis très souvent, par exemple, si vous avez les articles du Monde, vous verrez, c'est très bien expliqué. Très souvent, c'est aussi beaucoup d'accords locaux entre le gouvernement local qui permet ça, qui est payé. Donc, en fait, ça crée des espèces de systèmes qui déséquilibrent un peu localement les fonctionnements. Donc, il y a quand même une bonne nouvelle dans toute cette histoire, c'est que pendant très longtemps, en fait, en gros, on ne parlait pas de ça. Et en 2019, il y a eu le premier rapport de l'ONU qui a mentionné dans son rapport 2 points sur la nécessité d'une gouvernance dans l'exploitation de sable à l'échelle mondiale. Donc, en fait, c'est 2019, c'est vraiment hier, et ça n'avait jamais eu lieu, alors qu'on commence à prendre conscience de ces problèmes depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Il y en a eu un nouveau qui est paru en 2022, qui pointe du doigt plein de pays dans le monde, dont Singapour, qui n'était pas content du tout d'être pointé du doigt par ce rapport. Et puis, grâce à ça, il y a eu le premier observatoire mondial du sable qui s'est créé à Genève, grâce à toute une équipe de l'UNEP. Et donc, ça incite au sein de l'ONU les pays à ne plus fermer les yeux sur ça et à faire à changer en tout cas les lois localement pour ou arrêter ou réguler l'extraction sauvage de sable. Alors, ça ne marche pas très bien, ça ne veut pas dire qu'on est en train de changer, mais au moins, c'est une véritable avancée. Ensuite, il y a eu autre chose qui s'est passé qui était extrêmement intéressant. Donc, vous savez, en Suisse, c'est une démocratie directe. Donc, ça veut dire on peut proposer, il peut y avoir une ONG qui propose de faire une votation. Et là, il y a eu une votation qui a été proposée par Greenpeace qui s'appelait responsabilité des entreprises. Et en gros, qui disait, voilà, nous, on a Holcim, qui est le premier producteur mondial de béton au monde et qui est implanté dans tous les pays du monde. Il faut que Holcim applique les mêmes réglementations environnementales qui sont imposées en Suisse aux autres pays dans lesquels ils exploitent les ressources locales.
Et bien, figurez-vous qu'elle n'est pas passée, cette votation. Elle n'est pas passée pour très peu. Mais au moins, ça a alerté l'opinion publique. Ça a alerté l'opinion publique parce qu'il y a eu ce rapport et parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés recenser 120 cas ou 150, je ne sais plus exactement, de problèmes environnementaux générés par des cimenteries très vieilles qui envoient énormément, enfin qui brûlent n'importe quoi et qui polluent beaucoup à l'échelle locale. Ils ont relevé des problèmes de maladies, par exemple un marché qui était au Cameroun, qui était à proximité d'une cimenterie et où il y avait énormément de personnes qui souffrent de maladies respiratoires liées à l'aspiration des micro-poussières, etc. Donc, il y a eu plein de cas. Il y en a eu 3 qui ont été vraiment mis en avant. Un cas camerounais, un cas indien et un cas brésilien. Et donc ça, par exemple, l'activisme en tout cas de Greenpeace pousse Holcim qui en réalité, en fait, moi j'avais interviewé quelqu'un chez Holcim et il me disait non mais la catastrophe, c'est qu'on a absorbé Lafarge. Franchement, c'est les Français. C'est les Français, c'est eux nous les Suisses, on avait des standards hyper hauts et puis après on a absorbé les Français. Alors les Français ils s'en foutent avec. Donc, alors c'était très intéressant parce que ça permettait. Bon, en même temps ils ont absorbé Holcim, ils ont absorbé Lafarge, donc il faut qu'ils absorbent les problèmes de Lafarge avec eux aussi. Donc comment dire là. Mais en tout cas, ça a pointé du doigt le fait que lorsqu'on exploite localement des ressources, qu'on produit du ciment localement et qu'on le vend localement, on ne peut pas juste dire « Ah ben nous, de toute façon, on respecte les réglementations locales, on est tout à fait légal localement. » Alors, c'est sûr que c'est légal, mais ça veut dire qu'en tout cas, au niveau image, par exemple, Holcim, au niveau image, ils ont signé le Net Zero Pledge. C'est la première multinationale à l'échelle mondiale qui signe, qui s'engage à arriver à net zéro pour 2050. Et donc, ça peut aller que de pair avec, ils ne peuvent pas non plus dire, nous, c'est légal localement, on ne va pas aller regarder ce qui se passe plus précisément dedans. Donc, comme je vous parle de sable, je voudrais vous expliquer quelque chose aussi qui est hyper important. C'est comme dans les pays du Sud global, maintenant on se met surtout à exploiter du sable en mer et en rivière. Quand on exploite le sable en mer, quand on va piller des plages, eh ben en gros, on pille un sable salé. Donc quand on pille un sable salé, il faut le laver. Donc ça veut dire que non seulement on a une action directe sur les plages, mais en plus de ça, on consomme une quantité d'eau phénoménale qui devrait servir à autre chose. Et en plus de ça, on ne le fait pas très bien parce qu'il faudrait beaucoup, beaucoup d'eau pour le faire très bien. Donc, en fait, en gros, là, vous voyez, c'est un quartier d'Alger qui a eu un tremblement de terre énorme en 2003 à Boumerdès. Et on pense que toutes les nouvelles constructions de Boumerdès se sont faites avec du sable en grande partie pillé sur les plages et très mal lavé. Donc, le béton résiste très bien au feu. Quand c'est bien construit, peut bien résister aussi au tremblement de terre. Mais quand c'est fait avec du sable qui est chargé en sel et donc déjà avec des fers qui ont déjà été attaqués, et bien en gros, on fait des architectures jetables sur des temps beaucoup plus courts. Voilà, donc par exemple, bon, ça, c'est pas sur il y a eu par exemple récemment, en Chine, on construit plutôt assez bien en Chine, mais on construit très vite, très vite. Et comme toute l'économie est aussi fondée sur une construction massive, donc en fait en Chine, la durée de vie des bâtiments, c'est plutôt 30 ans. Mais comme on construit beaucoup aussi, et bien ces dernières années, on a relevé des énormes problèmes de malfaçon des infrastructures, mais on a aussi eu des gros problèmes liés à des infrastructures qui étaient construites au-dessus de rivières dans lesquelles on surexploitait le sable. Et comme on surexploite le sable, et ben en gros, ça fragilise aussi les fondations des structures sur lesquelles sont fondés ces ponts. Voilà, donc je passe un peu très vite. Voilà, un pont même pas terminé au Kenya. Ça, c'est au Maroc. C'est un peu le même. Il n'a même pas fallu un tremblement de terre. C'est juste malfaçon, mauvais mélange, sable de très mauvaise qualité. Et qu'est-ce qui se passe? Tout ça, et ben en fait, un peu partout
c'est très bien, c'est très, très géré en Europe. En gros, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de décharges sauvages. Hein. En France, il y a beaucoup de décharges sauvages. Je ne sais pas comment c'est au Luxembourg et en Belgique, mais en France, il y en a beaucoup. Mais en tout cas, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Inde croulent sous les décharges sauvages parce que comme on construit pour très peu de temps et que on fait rien, en fait, on fait pas grand-chose de ces déblais de béton, et ben les décharges sauvages se multiplient. Donc, là, je vous ai parlé de plein de problèmes. Et ce qu'il faut comprendre, c'était un peu ce que je vous disais tout à l'heure. D'ailleurs, je vous conseille à la bibliothèque d'acheter ce livre. Il est vraiment, vraiment génial, ce livre qui s'appelle Matière grise de l'urbain. C'est une chercheuse française qui est allée vivre au Bénin et qui a travaillé vraiment sur le Bénin, le Ghana, l'Angola, et qui a vraiment travaillé sur ce qu'on appelle sur la vie du ciment. Donc, elle s'est intéressée à sa représentation sociale dans l'imaginaire collectif, mais elle s'intéressait aussi à sa valeur. Elle s'intéressait aussi au mouvement, au mouvement des camions. Elle s'est intéressée à ce que ça produit localement. Et donc là, je vais juste vous lire un passage que moi je trouve vraiment génial. En Afrique de l'Ouest, le ciment est omniprésent dans le paysage, les esprits et les conversations. Son importance est d'abord physique. Le long des routes se succèdent à l'infini des dépôts de ciment et quincailleries et l'on peut se procurer sacs et parpaings, mais aussi gravier, sable, fer à béton et tôle. L'importance est également économique. Sur les devantures des différentes boutiques, le prix du ciment est écrit chaque jour. À la craie, comme pour la bourse, le coût du ciment indique la bonne santé ou non de l'économie locale. Enfin, le ciment revêt une valeur symbolique, associée aux figures de la réussite. Dangote, homme le plus riche d'Afrique, a fait fortune dans le ciment. Il fait désormais autant rêver que les footballeurs de la Champions League. Sa richesse, sa famille, son succès imposent respect et admiration. En même temps, ils attisent envie et jalousie. Les jeunes hommes africains rêvent aujourd'hui de devenir footballeurs ou cimentiers. Donc, en fait, c'est vraiment la matière du quotidien. Elle me racontait, cette chercheuse, qu'il y avait un de ses collègues qui partait, tout le monde s'est cotisé pour lui offrir un sac de ciment. Il y a des dépôts 24 heures sur 24. On est très très fiers de l'image africaine de Dangote parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on pouvait acheter que du ciment, Lafarge, Holcim, Heidelberg, Italcement, et puis maintenant on peut acheter du ciment 100% africain. 80% des bâtiments qui seront habités en 2050, ils ne sont pas encore construits. Donc en fait, il y a, vous voyez, cette projection sur le ciment. Elle est, en fait, en gros, c'est un peu chronique c'est comme ce livre Chronique d'une mort annoncée, c'est chronique d'un désastre annoncé sur plusieurs continents. Parce que ça veut dire surexploiter les ressources, construire avec une matière qui a besoin d'être extrêmement climatisée. Donc, ça veut dire demande de beaucoup d'énergie. Et donc, ça, c'est comment dire, on voit ça arriver. Et donc, bon, bon, moi, je ne serais pas encore en vie pour voir ces désastres-là, mais en tout cas, moi, quand je me projette, moi, étant si africaine, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir des prises de conscience locales pour ne pas arriver à comment dire, une surexploitation des ressources aussi importante? Donc là, je vais terminer avec des exemples assez, à mon avis, sur des notes positives, parce qu'il y a de véritables exemples. Là, je vais juste m'arrêter sur l'Afrique, mais j'aurais pu vous parler de l'Inde, j'aurais pu vous parler de l'Amérique du Sud, j'aurais pu vous parler même de la Chine, de plein de choses, même si la Chine n'est pas considérée dans le Sud global, mais non, la Chine, c'est pas le Sud global. Non, voilà, donc c'est une. Voilà. Mais bon, il y a quand même en Chine une prise de. Comment dire, il y a quand même une prise de conscience de recherche d'alternatives dans plein de régions. Donc là, je vais vous parler un peu d'Afrique. Le fait que Francis Diébé-Dokere ait eu le Pritzker Prize, c'est quelque chose qui, à mon avis, va réellement impacter au niveau fierté, parce qu'en fait, Francis Diébé-Dokere, je vous raconte juste une histoire que moi je trouve assez géniale. Lui, il vient d'un tout petit village qui s'appelle Gando. C'était un peu l'enfant prodige de son village. Et tout le village s'est cotisé
pour l'envoyer faire des études en Allemagne. Et donc, la première chose qu'il a faite, quand il a fini ses études, c'est qu'il a trouvé de l'argent pour construire une école à Gando. Et donc, il s'est dit, on va faire ça en briques de terre comprimée. La brique de terre comprimée, c'est une brique qui a été inventée dans les années 50 en Colombie. En gros, c'est une presse qui a été inventée pour compacter de la terre avec un petit peu de ciment dedans, mais on peut aussi le faire sans ciment. Et quand il est arrivé, tous les anciens du village étaient très inquiets. Ils lui ont dit, écoute, Francis, nous, on t'a payé des études et toi, tu reviens pour nous refourguer la terre des cases. Donc, en fait, il a vraiment dû faire un travail pour convaincre. Et lui, il explique quelque chose de très intéressant. Il dit, moi, je peux convaincre à réutiliser une matière considérée comme la matière des pauvres, la matière des cases, que si j'amène une innovation technique. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas proposé de le faire avec l'adobe et qu'il a proposé de le faire avec la brique de terre comprimée, parce que c'est proposer la terre avec une vision contemporaine. Et donc, et bon, ce n'est pas l'architecte de la terre, Francis Quéré. Ce qui est intéressant, c'est l'architecte des solutions locales et de la mixité des matériaux. Là, par exemple, vous voyez, c'est de la latérite. Donc, c'est au Burkina Faso. La latérite, c'est une pierre. Il y avait de la latérite locale. Il s'est dit, bon, ben là, on a de la latérite locale. On ne va pas forcément faire de la terre si on a de la latérite. Et c'est l'architecte du mix des matériaux pour proposer toujours des bâtiments simples, très bien ventilés, sans technique. D'accord ? Donc là, et puis aussi, souvent, avec des idées qui s'inspirent. Là, par exemple, vous voyez, c'est un collège au Kenya. Ben, ce collège au Kenya, c'est un collège où tout le système de ventilation est inspiré des termitières. Les termitières, donc c'est vraiment ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est-à-dire on observe dans la nature des choses qui fonctionnent très bien. Le fonctionnement de la termitière, c'est passionnant, c'est un système de ventilation à l'intérieur absolument fou. Et donc là, il a réinterprété dans cette architecture le système de ventilation de la termitière. Il y a cette association qui s'appelle la voûte nubienne. La Nubie, c'est en Égypte, c'est une manière de faire des voûtes. C'est des voûtes qui se font sans coffrage. C'est ça qui est assez intéressant. Donc, on n'a même pas besoin de bois pour les coffrages. Et eux, ils œuvrent au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, au Ghana, au Bénin, donc pour mobiliser des partenaires locaux, pour former et surtout pour faire un plaidoyer sur l'utilisation d'une matière présente, la terre qui est là, qui ne coûte rien, qui souvent est gratuite, et comment cette matière peut être transformée en briques, et comment ces briques peuvent permettre de faire des bâtiments jusqu'à 2 étages, sans bois, sans tôle. D'accord ? Parce que le bois coûte cher, il n'y en a pas beaucoup, il est utilisé pour beaucoup de choses, la tôle coûte cher aussi. Donc là, en gros, c'est comment faire sur 2 étages, très vite, des bâtiments avec des matières et des savoir-faire locaux. Il y a eu cette exposition, il y a également cette autre association qui s'appelle FACT Sahel. Eux, ils organisent 2 fois par an des rencontres de tous les professionnels de la terre crue pour convaincre que l'emploi à nouveau de la terre dans l'architecture, non seulement c'est intéressant pour l'exploitation des ressources, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on utilise la terre, on n'utilise pas la terre à nourrir. On ne va pas enlever aux gens la terre qui va leur servir à faire pousser des légumes. On ne construit pas avec cette terre-là. On construit avec la terre à bâtir, qui est une terre qui est à peu près 80 cm en dessous. Je vais terminer avec 2 exemples, mais j'aurais pu vous en donner plein si on avait 4 jours. Le Tifa. Le Tifa, c'est une plante invasive. Ça pourrit la vie le long du fleuve Sénégal parce qu'elle arrive jusque dans les cultures, elle pousse extrêmement vite, elle est très, très résistante. Et bien, cette herbe, non seulement on peut même la faire du charbon avec, donc ça c'est vraiment super, parce qu'on peut faire du charbon et donc on ne va pas exploiter du bois, mais on va exploiter une herbe surprésente. Donc en gros, d'un problème, on va générer une solution. Mais avec cette fibre, on peut également faire des briques, vous voyez là-bas, des briques terre et Tifa, avec lesquelles on peut construire. Et ce qui est super, c'est que les briques terre et Tifa, le fait qu'il y ait du Tifa, elles isolent, parce que la terre toute seule, elle n'isole pas. Par contre, la terre toute seule, elle fait plein d'autres choses. Elle apporte l'inertie, elle apporte ce qu'on appelle du déphasage, c'est-à-dire une différence jour-nuit. Elle apporte de la régulation hygrométrique. C'est pour ça que, par exemple, un habitat en terre, quand il fait 45 degrés dehors, il fait peut-être, bon, je ne sais pas exactement les chiffres, ça dépend des pays, mais ça peut être 30, 32 degrés, ce qui
qui est énorme en différence en été. On fait également des ourdis. Vous savez, les ourdis, c'est en gros une espèce de brique qui va être entre 2 poutres en béton ou 2 poutres en bois qui va permettre de faire des planchers. On fait des toitures, mais on peut faire également des plaques pour faire des cloisons. Donc ça, c'est vraiment une solution à portée de main. Voilà. Et je vais terminer avec ce projet en Afrique. C'est un projet qui s'appelle The Lighthouse Project. C'est un projet qui a vraiment été pensé pour les townships du sud de l'Afrique du Sud, où il y a, où en gros, l'architecture spontanée de ces habitats informels très souvent est constituée de bois, et puis il y a très souvent des feux. Donc en fait, l'idée, c'était de réfléchir à une matière qui permettait de construire ces habitats avec qui ne brûle pas. Et donc, ils ont réfléchi en gros à remplacer tout le granulat du mélange de béton par des fibres qui sont ou alors de la fibre de bois ou alors de la fibre de plantes invasives, les plantes que je vous ai montrées avant. Donc ça, c'est un mélange ciment, plantes invasives. Donc là aussi, on règle un problème avec un... Et donc ça permet donc de mouler, d'aller très vite et de monter assez rapidement des logements au sein des townships. Voilà. Je vous remercie. Je m'arrêterai là parce que